J'ai 255 clients uniques et j'ai une vingtaine de clients réguliers, fidèles. Tu peux nous dire à peu près depuis le début 2024 combien de commandes tu as eu? Alors là, depuis le début de l'année, j'ai vendu... C'est incroyable. Ouais. Tu rêves de vivre de tes créations. Aujourd'hui, on va parler de chiffres sans tabou. Florine, créatrice de la marque de papeterie En Corymbe, va nous dévoiler ces chiffres aujourd'hui en exclusivité. Tu vas donc avoir un exemple 100% transparent des chiffres qui se cachent derrière la boutique en ligne d'une créatrice qui vit de sa passion. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque on va décortiquer progressivement jusqu'à arriver évidemment aux ventes, au chiffre d'affaires et à la rentabilité. Bonjour Florine. Bonjour Marion. Merci de m'accueillir dans ton atelier pour cette vidéo 100% révélation. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement et nous dire qui tu es et ce que tu fabriques et ce que tu proposes? Alors je suis Florine, je suis la créatrice de la papeterie En Corymbe et je crée principalement des carnets, des faire-part, des oracles à la main de A à Z dans cet atelier situé dans les Vosges. Alors tu nous confirmes aujourd'hui que tu es à 100% sur En Corymbe, que tu dégages suffisamment de revenus pour vivre de ta passion et que tu n'as pas d'autres activités professionnelles. Oui, je te le confirme. Trop bien, je pense que ça va quand même en inspirer pas mal de voir que c'est possible déjà. Au niveau de tes produits, est-ce que tu peux nous dire déjà combien tu as de produits différents? Alors peut-être combien de catégories de produits différents et dans les catégories de produits que tu as, combien de produits différents il existe? J'ai à peu près 4 catégories différentes, je dirais. J'ai les carnets, Ouais. les faire-part, les oracles et les sur-mesure. Pour les carnets, je vais avoir à peu près 5 modèles différents, je crois. J'ai les carnets de poche, les calepins, les carnets de bord, les carnets aquarelles. Ouais. Après, je développe aussi des gammes comme les carnets de rando, les carnets de naissance, les carnets de lecture, un type aussi de carnet à remplir, on va dire, les agendas. Ouais. Voilà. Ok. Donc, pas mal de modèles et je me laisse La possibilité d'en rajouter si Ouais. je veux, ouais. Ok. Et après, j'ai les faire-part de naissance. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup développé les faire-part de naissance. Je fais aussi les faire-part de mariage, etc. Mais plus sur mesure, là, pour le coup. Ok, bon, comme ça permet aux gens de vraiment comprendre avec quoi tu pars comme base de produits pour générer du chiffre d'affaires et des ventes. Est-ce que tu peux nous dire combien de collections par an tu sors? Parce qu'il me semble que tu fonctionnes par collection. Oui. Ce que tu as appris à faire dans Tout à l'Artisan fait. Academy, mon programme de formation. Je dois en sortir 3-4 grand max. Par an? Ouais. Ok. T'as toujours un peu les mêmes périodes? Une début d'année, une fin Ouais, en d'année? gros, j'essaye vraiment de fonctionner par saison. J'aime bien créer une collection au printemps, une collection d'été, une collection d'automne. Et l'hiver, par contre, je crée pas de collection parce que c'est Noël, donc je ressors pas. Enfin, je crée pas une nouvelle collection spécifique à la saison. En tout cas, c'est un peu plus spécifique à Noël. Ouais. Voilà. 3-4 à peu près collections par an. Ouais. Ouais, c'est ce qui Max. Ce qui marche. Ouais. Ce qui et marche j'en pour fais toi. pas plus parce que c'est des collections éphémères. Du coup, elles durent 3 mois grand max. Et après, je les supprime de la boutique et il y a une nouvelle collection qui arrive. Et c'est comme ça que je fonctionne. On va parler maintenant visibilité. Tu as une belle communauté Instagram qui reste tout de même à taille humaine parce que je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui se disent dans leur inconscient qu'il faut 10 000, 20 000, 30 000 abonnés pour commencer à faire des ventes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu peux nous dire combien d'abonnés tu as? Oui, alors j'en ai 6627. Je crois que j'en ai 6630 maintenant. Ah, quelques heures depuis tout à l'heure. Quelques heures plus tard, ouais. Est-ce que tu peux nous donner pour ça un chiffre qui est très intéressant à analyser, qui est le taux d'engagement? Donc pour ceux qui ne savent pas, le taux d'engagement, c'est à quel point en fait une personne va avoir un intérêt pour la marque. Donc on dit que sur 100 personnes, en moyenne, combien vont interagir? Donc combien vont liker, commenter, partager, envoyer des messages privés. Enfin, tout ça, ça fait partie de l'engagement. Donc est-ce que tu as une idée de ton taux d'engagement sur ton compte Instagram? Oui, alors on est autour de 3,1% de taux d'engagement. Et ce qui est très bien. Ah, merci. Ouais. En fait, ce qui est très bien, et en fait, il y a différentes catégories. Plus on a de gens qui nous suivent, plus notre taux d'engagement est petit. Ouais. C'est normal, parce que plus on touche monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, moins dans le lot, il y a de gens super intéressés. Donc, c'est des proportions, c'est des maths, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, quand on est sur des petites tailles de communauté, ouais, entre les 2, 3, 4, 5%, c'est ça l'ordre de grandeur à viser, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est très, très chouette. Ça veut dire que tu as quand même une communauté qui est quand même assez grande, 6000, qui te permet de faire pas mal de choses, tout en ayant quand même réussi à garder un taux d'engagement qui est quand même très bon. Tu le ressens au quotidien? Ouais, j'essaye en tout cas d'être vraiment au plus proche de mes abonnés. J'essaye toujours de les accueillir déjà sur mon compte. Bon,
beaucoup moins maintenant parce que quand ils arrivent par milliers, tu vas pas envoyer un message à tout le monde en disant bonjour, bienvenue. Mais j'essaye toujours en tout cas de les accueillir, tu vois, en story. Je fais beaucoup de face cam, donc je pense que les gens aussi, ils s'attachent aussi à ma personne parce qu'ils me voient, ils voient mon visage, ils me voient parler. J'essaye vraiment d'être presque de les faire rentrer dans l'atelier, de leur partager vraiment mes journées, et je pense aussi que c'est pour ça que j'arrive à les garder en fait, parce que tous les jours j'ai des messages privés, tu vois, de gens qui me disent ah merci pour nous avoir montré ton atelier, j'ai repéré des trucs sympas, nanana, je partage vraiment un maximum de choses et j'essaye d'avoir un maximum d'interaction avec les gens en fait, et pas juste de montrer, pas juste d'être une vitrine, tu vois, qui montre juste des carnets. J'essaie vraiment de partager, voilà. Les coulisses. C'est quoi, selon toi, le secret pour justement réussir à vivre, parce que tu vis véritablement de ton activité aujourd'hui, en ayant une petite communauté? Parce que ça reste une communauté à taille humaine. C'est quoi le secret pour toi pour y arriver? Je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est de toujours être sincère, honnête. Il y a beaucoup le mot authenticité qui est dans l'air et tout, mais c'est vrai que je pense que c'est super important. C'est ce qu'attendent les gens et c'est ce qui fait la différence entre une grande multinationale et une petite créatrice en fait. C'est qu'on attend, les gens ont envie d'être proches de nous, les gens ont envie d'interagir, de participer en fait à notre aventure et à notre entreprise. Ils ont envie d'être là pour nous. Plus on partage avec eux, plus on montre qui on est, plus on est sincère. Il y a des jours où je suis super contente, il y a des jours où je suis un peu déprimée, il y a des jours où je suis dans le rush, il y a des jours où j'ai rien à faire, ce qui n'est pas vrai, c'est jamais vrai, mais bon. Mais en tout cas, j'essaye vraiment d'être le plus... d'ouvrir juste les portes de mon univers de la manière la plus simple même, en fait. Parce que on a toujours tendance à... Parce que c'est les réseaux, parce que c'est Internet, parce que, voilà, on peut très vite envoyer une fausse image de soi-même en se disant il faut que j'ai l'air nanani, alors que moi pas du tout. Alors on parle communication, on va parler aussi email, parce que c'est les deux choses en tout cas que moi je conseille d'utiliser. Instagram, on en a parlé, et l'email, puisqu'ils ont deux objectifs différents. En tout cas, l'email, c'est quelque chose qui va inciter encore plus à créer le lien dont on parlait et aussi à convertir. On va arriver doucement, on va parler des chiffres des ventes, ne vous inquiétez pas. Donc, ça aide vraiment l'email pour ça à convertir les gens, hein, clairement, à les transformer en acheteurs. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des chiffres par rapport à tes emails? Combien de personnes tu as en base dans ta newsletter, donc, qui sont inscrits en fait, hein, qui t'autorisent à leur envoyer des emails? Ouais, j'en ai 420. À peu près, hein, 425 peut-être, mais en tout cas, voilà, 420. Ok, donc 420, oui, c'est tout à fait normal par rapport au nombre d'abonnés Instagram. C'est même déjà un très beau chiffre, je pense. Et par rapport à ça, est-ce que tu as une idée du taux d'ouverture de tes mails? Alors, ça va dépendre des mails, mais en moyenne, ça tourne autour de 30% à 60%. Ok. Voilà. Je dirais même plus 40-60%. Ah ouais, c'est des très très bons taux d'ouverture. Ouais. Généralement, en fait, c'est encore pareil. Hein. Plus on a d'abonnés, plus nos taux d'ouverture vont baisser. Mais quand on est dans cet ordre-là de plusieurs centaines, c'est très très bon. Déjà, être dans les 30-40%, c'est bien. Monter dans les 60%, c'est très très bien. Parce qu'évidemment, ça va peut-être en décevoir certains, mais c'est la réalité. C'est pas en ayant des gens qui s'abonnent, c'est pas 100% des gens en réalité qui vont ouvrir les emails. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. C'est normal qu'il y ait un certain pourcentage, et c'est comme ça, c'est des mathématiques. Tout le monde ne va pas ouvrir les mails, et puis les personnes qui ouvrent ne sont pas toujours les mêmes. Dans les 40%, en fait, il peut y avoir des personnes qui vont pas ouvrir ce mail-là, mais qui vont ouvrir celui dans 15 jours, dans 3 semaines. Donc c'est totalement normal. On peut pas avoir tout le monde qui ouvre tous les mails. Mais ça, ça joue vachement aussi par rapport à l'objet, en fait. Réussir à trouver la phrase qui va faire que les gens, ils vont vraiment avoir envie de cliquer. Et ça, des fois, j'y arrive bien. Des fois, un peu moins bien, mais cette petite phrase est tellement importante. Et au départ, on met beaucoup d'énergie dans le contenu du mail. Vraiment, on met tout. Puis après, on réfléchit à une petite phrase bateau dans l'objet en mode bon, allez, je vais mettre ça. Alors qu'en fait, il faut presque faire tout l'inverse. Exactement. Mais c'est aussi important, quoi. Presque plus important, en fait, parce que les gens vont pas accéder au contenu si l'objet les intéresse pas. C'est ça. Donc, est-ce que tu sais à quelle fréquence tu envoies des mails et combien de mails, à peu près Est-ce que c'est par semaine, par mois? Non, pas du tout. Alors, j'envoie pas beaucoup de mails. Disons que je suis pas régulière. Les gens vont pas recevoir un mail par semaine, 3 mails par mois, etc. Je fais une grosse campagne de newsletter au moment des lancements de mes nouvelles collections. Là, j'envoie pas mal de mails. Je vais en envoyer presque des fois
presque trop. Tu vois, ça va être peut-être 7 mails. En combien de temps? En une semaine. Okay. Tu vois, un mail par jour et en mode là, il se passe quelque chose, ils vont être au taquet. Et un peu avant le lancement, quand même, en teasing ou que pendant le lancement? Non, en teasing. Okay. C'est principalement du teasing. Je vais envoyer 7 mails et le dernier mail, ça va être allez-y, c'est ouvert. Super conseil, hein. Petit conseil pépite là. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça t'aide à vendre aujourd'hui? Et est-ce que tu conseilles du coup aux autres créatrices de faire pareil, de lancer leur newsletter? Déjà, tu touches vraiment les personnes pépites presque, tu vois, les personnes comme tu disais, les clients chauds, il me semble. La crème de la crème. La crème de la crème. Donc c'est déjà ceux que j'ai réussi à attirer sur ma newsletter, je sais déjà qu'ils ont un intérêt vraiment particulier et un peu plus poussé à mon travail. Et je les attire aussi pas mal avec forcément des freebies, des codes promo, des codes de bienvenue, etc. Je pense qu'ils se sentent privilégiés. En plus, je donne souvent l'accès en avant-première. Oui, tu fais des choses pour les rendre privilégiés aussi. Voilà, ils sont vraiment privilégiés, je les chouchoute vraiment, je leur donne des informations que je donne pas sur Instagram, des choses parfois personnelles que je vais pas dévoiler sur Insta. Il y aura plus de cadeaux aussi, c'est pas des gros trucs, une petite attention, un petit pourcentage de réduction, rien que ça fait tilt, ils se disent ils s'attendent pas à avoir 50% de remise. Ce serait pas cohérent de toute façon. Voilà, ce serait pas cohérent. C'est pas les Black Friday. Non, on est dans l'artisanat. Voilà, c'est ça, donc on peut pas. Wish, voilà, mais j'essaye toujours d'apporter un petit peu plus de valeur, un petit peu plus de contenu pour faire aussi passer les gens à l'action. Et c'est un truc d'ailleurs que tu apprends aussi très bien. Dans l'Artisan Academy. Dans l'Artisan Academy. D'ailleurs, si tu as envie d'un petit aperçu de ce que j'apprends dans l'Artisan Academy, je t'invite à aller regarder dès maintenant mon cours gratuit, un cours vidéo 100% gratuit qui te partage le plan d'action concret, complet, en 3 étapes pour réussir à faire décoller les ventes de tes créations. Regarde ce cours vidéo, il est 100% gratuit, le lien est en dessous de la vidéo. On va parler maintenant des prix de vente. Je pense que tout le monde attend ça avec impatience. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les prix auxquels tu vends tes produits? Est-ce que tu as un prix de vente moyen? Est-ce que tu as un prix de vente minimum et un maximum? Dis-nous un petit peu comment ça se passe au niveau des prix de vente de tes produits. Les oracles, par exemple, ils ont un prix vraiment fixe. Tu vois... L'oracle, celui-là, il est à 130 €. Pour les carnets, ça va aller du petit carnet de poche qui va être à 19 €. Le calepin, il va être à 25 €. Après, je vais avoir le carnet de bord qui va être à 69 €. Et le plus cher, ça va être le carnet aquarelle à 90 €, 100 €. Donc tes carnets, ils sont tous globalement en dessous de 100 €. Sauf si on parle des sur-mesures. Voilà ce que j'allais te dire. Là, et les sur-mesures dépassent forcément les 100 €. Ouais. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ce qu'ils aimaient surtout, c'est mon travail d'illustration. En fait. Et donc, ils avaient envie d'acquérir cette illustration, presque. Et après, tu craques sur le carnet que tu veux, au prix que tu veux, selon ton budget. Et c'est vrai que moi, j'avais quand même à cœur de proposer différents carnets, et donc différents prix. Et donc voilà, ma gamme de prix, elle est assez... large aussi par rapport à ça. Si toi tu es créatrice, tu te poses un peu des questions sur tes ventes, regarde ce que tu mets en avant le plus dans ta communication et regarde si c'est cohérent par rapport à ce que tu as envie de vendre aussi. Moi je sais que je mets vraiment en avant mes plus beaux produits, ceux qui me demandent le plus de travail, de plus de savoir-faire, ceux dont je suis le plus fière, le plus contente, et c'est souvent ceux qui sont les plus chers. Oui. Mais après du coup ce qui est cool, c'est que les gens ils vont sur la boutique pour voir ce carnet-là, soit c'est dans leur budget, ils l'achètent, soit c'est pas dans leur budget. Et ils se disent, mais c'est pas grave, parce que j'ai le petit carnet de poche avec la même illustration en moins cher. Et paf, ils se disent, ok, je prends celui-là. Et il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens, les nouveaux clients, ils vont commencer par le petit carnet de poche, par exemple, tu vois. Et après, ils vont se rendre compte qu'ils sont satisfaits de leur expérience. Et ils vont aller plus loin, tu vois, ils disent je vais en prendre 2, je vais machin, jusqu'à craquer pour celui qu'ils avaient vu au tout début. Mais voilà, ils n'étaient pas prêts à mettre ce prix-là. Parce que voilà, dans l'inconscient aussi des gens, un carnet, ça ne vaut pas forcément le prix que moi, je les vends. En fonction de nos habitudes. Voilà, exactement. Il y a des gens, ils ne se posent pas du tout la question, ça ne leur pose pas de problème. Mais il y a quand même une question d'éducation, je pense, d'éducation de ta clientèle pour leur faire acheter tes produits. Est-ce que tu as réussi à vendre tes produits à leur bon prix dès le début? Comment tu as géré cet aspect de prix? Alors, c'est très drôle. Alors, bien sûr que non. Non. Je n'ai pas vendu mes produits au bon prix déjà au début parce que je ne savais pas calculer mes prix. Donc, je mettais un prix
psychologique, en me disant bon ça vaut à peu près. Voilà. En montrant mon processus de fabrication en fait en story sur Instagram, c'est mes clients en fait qui m'ont dit mais tu as envie, enfin ce n'est pas possible que tu le vendes. Je me rappelle, je faisais un carnet, il me prenait peut-être 2 heures à relier. Je ne le fais plus d'ailleurs ce carnet là parce que justement il est trop long. Je le vendais 30 €. Et voilà, ok. J'ai vendu des bijoux à 30 € en argent recyclé. Hein. Je sais de quoi on parle. Ouais. Et en fait, c'est mes abonnés, mes clients qui me disaient, en fait, on voit le travail que c'est, donc augmente tes prix. C'est eux qui m'ont clairement dit, tu peux augmenter. Donc non, au début, bien sûr que non, je n'ai pas mis le bon prix. Le bon prix, pas du tout. Comment tu fais aujourd'hui pour bien fixer tes prix de vente du coup ? Je calcule le prix de mes matériaux, mon temps de travail, ma marge, mes frais de port aussi, parfois je les inclus, frais de packaging. En fait, je calcule absolument tout. C'est la bonne chose à faire. Voilà, je calcule vraiment tout. Le temps à passer, évidemment. Oui, voilà, le temps de création. Ça donne déjà une petite liste des choses à pas oublier, parce que je sais qu'il y a trop souvent des créatrices, encore aujourd'hui, qui se disent c'est uniquement mes matières premières et on n'en parle plus, ou alors c'est uniquement le coût des matières et puis allez, je mets un petit forfait à la louche sur le temps passé. C'est important quand même d'être assez précis là-dessus pour tenir sur la durée et le long terme, quoi. Il y a un truc que moi je pratique vraiment beaucoup, c'est de me fixer un objectif en fait financier, que ce soit à l'année ou au mois ou par collection, en fait, en me disant là je vais créer une nouvelle collection, combien je veux que cette collection me rapporte, en fait, tout simplement. Et à partir de là, j'ajuste, je me dis soit j'augmente les prix, soit je fais plus de produits, soit machin. Et bien sûr, après, tu calcules ton prix, mais il y a le prix psychologique, donc potentiellement, voilà. Tu le revois un peu en fonction. Tu l'augmentes ou tu le baisses par rapport à la cohérence, de l'ensemble. Mais ce n'est pas facile de calculer le prix, mais en tout cas, le principal, c'est quand même de réussir à rembourser tout le temps et les matières premières, puis après réussir aussi à se dégager une marge pour un bénéfice, quoi. Ouais, carrément. On va parler du coup des ventes. Tu vends exclusivement en ligne aujourd'hui, c'est ça ? Oui, je fais quelques marchés, mais vraiment c'est minime. Là, par exemple, je vais avoir 2 marchés de Noël. Ok. Voilà, et j'ai fait 2 marchés là depuis le début de l'année. Donc voilà, je vais faire 4 marchés à l'année. Et du coup, j'imagine que ton chiffre d'affaires, on va dire, je sais pas, à 90%, 95%, c'est de la vente en ligne. Oui, même 98%, je pense. Non, pour que les gens même 99%, je dirais. Donc les marchés, c'est juste histoire de faire quelques marchés, mais c'est pas c'est pour l'argent. Non, c'est pas pour l'argent. C'est pas là que je fais du chiffre, quoi. Ok. Donc du coup, en commande sur mesure, tu crois que tu es à peu près à combien de commandes sur mesure depuis le début d'Encorimbe ? Alors ça va être une quarantaine de commandes sur mesure à peu près. Par rapport à tes 2 finalement catégories de produits différents, les produits, ce que j'appellerais simples, que tu proposes à la vente de manière simple, et les produits sur mesure qui demandent un peu plus de travail de manière compliquée, tu peux nous dire à peu près depuis le début 2024 combien de commandes sur mesure tu as eu ? Alors du coup depuis 2024, 14 commandes à peu près. Ok. Entre 10, 14, ouais. En comparaison, par rapport aux produits simples vendus sur ta boutique en ligne, t'es à quoi à peu près ? Alors là, depuis le début de l'année, j'ai vendu 331 produits. Ouais, c'est incroyable. Ouais, j'ai réalisé parce qu'on vient de calculer en fait. Tu réalises que ça fait beaucoup. Ouais. Et ouais, c'est chouette. Hein. Parce que oui, comme tu dis, en fait, dans une commande, on a souvent plusieurs produits qui partent, donc je m'amuse jamais à calculer. Ouais. Et d'ailleurs, on a regardé, bon, on spoil un peu pour la partie d'après, mais il y a 1,4 produits vendus en moyenne par commande. Ce qui fait que ça veut dire qu'en fait, en moyenne, les gens ne prennent pas qu'un produit. Ouais. Ils prennent 1,4 produits. Donc évidemment, ça veut dire qu'en gros, pour à peu près 2-3 commandes, il y a une commande sur 2-3 qui a 2 produits à l'intérieur. C'est à peu près ça que ça veut dire. Donc c'est chouette. Ça veut dire que vraiment les gens aiment ton univers et ont envie d'acheter plusieurs produits en fait quand ils passent commande chez toi. Ouais. On va passer à ce qu'attend tout le monde en termes de chiffres, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par exemple combien tu faisais l'année dernière en chiffre d'affaires ? Du coup, ça a vraiment décollé en fin d'année. Et à la fin de l'année complète, quoi, j'étais à un peu plus de 13 000 de chiffre d'affaires. Ok. Donc j'étais déjà
contente. En 2024, donc on est à l'heure actuelle mi-octobre, donc il n'y a pas encore la saison de Noël de passer. Et je crois que tu as dépassé déjà l'année dernière. Ouais, là j'ai déjà dépassé mon chiffre annuel de l'année dernière. Je vais atteindre les 20 000 de CA et ce sera très bien. Je serai très contente. Et si en plus, comme tu as eu une progression finalement dans 2024, logiquement, tu auras aussi une progression. Voilà, et ta saison de Noël sera même encore meilleure que la saison de Noël de l'année dernière. Ouais. Donc ça projette des chiffres très intéressants. Ouais. En tout cas, voilà, c'est l'objectif et en route pour les 20 000. C'est ce que je mise, voilà. Donc, ouais, super. En tout cas, on va vous expliquer juste après, dans quelques minutes, comment c'est possible du coup d'être rentable et de vivre de son activité en ayant ce niveau de chiffre d'affaires-là. Donc reste bien, on en parle dans quelques minutes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'articule en termes de volume de chiffre d'affaires sur une année? Donc Noël, effectivement, c'est là où c'est la plus grosse période. Je génère des ventes mensuelles tous les mois. Après, j'ai des mois beaucoup plus importants. Certains mois sont vraiment beaucoup plus importants. Et le mois d'après, en principe, est beaucoup moins bon. Parce que justement, je vais avoir... je vais dépenser beaucoup d'énergie pour faire un gros chiffre un mois. Et puis après, le mois suivant, ça retombe un peu. Donc ça fait une courbe à peu près qui monte et qui descend. Donc c'est pas régulier. Mais il y a quand même des ventes tous les mois de l'année. Mais il y a des ventes tous les mois de l'année. Tous les mois de l'année, oui. Okay. En fait, je m'arrange toujours pour qu'il y ait quelque chose à vendre aussi. Tous les mois. Donc que ce soit mes collections, le sur-mesure, les faire-part, il y a toujours quelque chose que je peux vendre et c'est l'objectif d'ailleurs. Mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a des créatrices qui se disent je comprends pas, je vends pas régulièrement et tout. Bah ouais, mais en même temps quand ton offre elle est trop faible aussi sur ta boutique ou que tu mets pas en avant ce qui reste à la vente, bah du coup les ventes n'arrivent pas comme par magie malheureusement. Donc oui, c'est important si on veut faire des ventes régulières tous les mois, toutes les semaines, que ce soit vraiment régulier, d'avoir justement des choses à dire, des choses à montrer, des choses à vendre finalement tout le temps quoi. Alors si on regarde l'écran, c'est normal, on va vous donner comme ça quelques chiffres depuis le début d'année 2024. Alors du coup, mon mois de janvier, il est pas très bon, mais c'est normal parce que je termine ma période de Noël sur les rotules. Ouais, normal. Donc en janvier, c'est là où en gros je m'accorde des grosses vacances. Donc pour vous dire, en janvier, j'ai fait 4 ventes. J'ai généré 287 € de chiffre. Février, 22 ventes, j'ai fait 1010. Mars, 43 ventes. 2698 € de chiffre d'affaires. Avril, 29 ventes. En gros, j'essaye toujours de me maintenir entre 1003 de chiffre d'affaires et d'essayer d'atteindre les 3000. Ok. C'est ça un peu ton objectif. Ouais, c'est mon objectif et c'est ce que j'essaye en principe d'atteindre. Mais tu vois, par exemple, là, je suis en train de faire un très bon mois. Donc là, je suis, on est mi-octobre, j'ai 50 commandes, je suis à 2400 € de chiffre d'affaires. Pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre. Mais en septembre, j'ai fait 676 € de chiffre d'affaires. Tu étais occupée à préparer octobre aussi. Voilà, donc il faut aussi... équilibrer. Voilà, ce serait pas possible de... Étant donné que le chiffre d'affaires dépend aussi de nous et de notre énergie clairement physique, en fait, et voilà, de nous, quoi. L'année dernière, tu as eu combien de personnes à visiter ton site en 2023? Alors, 2023, 5274 visiteurs. Ok. Et là, en 2024, sachant qu'on n'est que mi-octobre? Ouais, 8507. Ok. Et je crois même que ton application, parce que c'est intéressant de suivre ces statistiques sur l'application qui gère en fait votre e-commerce, te dit le taux de conversion sur ta boutique en ligne. Donc, c'est-à-dire, un taux de conversion, c'est pour 100 visiteurs sur un site web, combien passent commande, combien achètent. Cette année, en 2024, tu es à 3,6% de conversion. Ce qui est super parce que en moyenne, en e-commerce, on est autour des 1, 2%, 3%. On peut avoir un peu plus, c'est encore une fois une histoire de maths, c'est que plus notre trafic il est restreint, plus c'est des gens vraiment très chauds qui nous connaissent, qui sont vraiment chauds, bien bouillants là, pour acheter nos produits. Du coup, en pourcentage, on va avoir des plus gros taux de conversion. Plus notre communauté elle augmente, plus on a de visiteurs en vraiment grande quantité, plus dans le lot il y a juste des curieux. Donc forcément, ça fait chuter un peu nos taux de conversion. Mais la moyenne en e-commerce, globalement, il faut se situer autour des 1, 2, 3%. Tu es au-dessus des 3%, tu es à 3,6%. Donc c'est super, ça veut dire que les gens qui visitent ta boutique en ligne, c'est des gens qualifiés, c'est des gens qui ont un vrai intérêt pour ta marque et c'est pas que des curieux, en gros. Ça veut dire que tu as une bonne qualité de communication. La plupart des gens qui arrivent sur ma boutique en ligne, c'est des gens d'Instagram, de toute manière, tu vois. En fait, Instagram,
C'est le bon bail. Et juste avant de parler de rentabilité qui conclura cette vidéo, on va parler juste un peu de fidélisation. Parce que on en parlait en début de vidéo. Ce qui est intéressant quand on veut vivre de sa marque créative, quand on veut vivre de ses créations, c'est pas uniquement d'aller chercher des nouveaux clients, mais c'est aussi de compter sur les clients existants qu'on a eu du mal à aller chercher et auprès de qui on s'est fait connaître. Donc c'est de miser aussi sur la fidélisation. Est-ce que tu sais quel est ton taux de fidélisation? Depuis le début d'Ancorimbe, j'ai 255 clients uniques et j'ai une vingtaine de clients réguliers, fidèles qui recommandent, qui reviennent. Qui reviennent même très régulièrement. Hein. Ouais, il y en a certains qui reviennent vraiment, qui sont présents mais à chaque collection et qui, voilà, ben ça par exemple, ça c'est les clients très les grosses commandes, voilà, qui prennent vraiment un stock de carnets, voilà, qui veulent toute la collection. et après j'ai des clients qui reviennent ponctuellement, pas sur toutes les collections, mais qui sont là sur les périodes clés. Ouais. Je sais par exemple que là à Noël, les fidèles seront là. Les fidèles seront là, ouais. Pour les 3 ans, je sais que les fidèles étaient là aussi, voilà. Ok, donc, très intéressant, très important de miser sur ça aussi. On va parler rentabilité. Générer du chiffre d'affaires, c'est important. On en a parlé, tu nous as donné tes chiffres et merci pour ça. Pour qu'on comprenne bien tous les chiffres que tu nous as partagés depuis le début de cette vidéo, quel est le contexte de ta vie personnelle, quelles sont les charges que tu as au quotidien, comment tu as estimé un petit peu ce qu'il te fallait en revenus pour vivre dans ta vie de tous les jours en fait. J'ai la chance de vivre chez mon copain qui est propriétaire de la maison, donc déjà j'ai pas de loyer. Donc ça, je pense que c'est une chance. Ni de loyer d'atelier. Et aussi, ni de loyer d'atelier, étant donné qu'il m'a créé une pièce. Enfin, j'ai une pièce de la maison qui est destinée à mon activité, donc ça aussi c'est une chance. Et en termes de charges, je vais avoir l'électricité, l'eau, l'électricité, je participe à ça, l'abonnement de mon téléphone. Je n'ai pas de box, par exemple, tu vois. Ouais, on en parlait. Moi, je fonctionne que en partage de connexion. Ça marche très bien. Forcément, j'ai les charges de ma boutique en ligne, ma newsletter. Ouais, des outils que tu utilises. Les outils, voilà. Compte en banque, professionnel, assurance, oui, voilà. Des choses comme ça. Le compte en banque, voilà. Donc, je suis à une banque éthique. On peut placer des... ouais, pourquoi pas. Hein. Voilà, mais en gros, moi, je suis chez Gringot et c'est 6 € par mois. Ok. Et en gros, par mois, en charge, je suis à... 190 € de charge par mois. Ok. 150, 190. Donc c'est pas énorme. Ça, c'est les charges qui sont fixes, récurrentes tous les mois. Que tu vendes ou que tu vendes pas. Ouais. Voilà, c'est bien important à comprendre. Ouais. Parce qu'il y a 2 types de charges. Il y a les charges fixes qui ne bougent pas, effectivement, et qu'il faut payer quoi qu'il arrive, malheureusement. Et les charges variables. Donc après, c'est par exemple, les dépenses de matières premières que tu dois faire en avance, les packaging et tout. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, à l'année, combien ça représente un peu ton budget d'achat matières premières? J'achète vraiment au fur et à mesure. J'achète pas toutes mes matières premières d'un coup. Déjà parce que, tu vois, c'est du papier. Ça peut se corner facilement, machin. Donc, et puis, je travaille avec une petite entreprise de papeterie familiale qui sont au top, qui ont toujours ce qu'il faut. Enfin, je peux vraiment acheter au fur et à mesure dans l'année. Les matières premières, ça va être les feuilles et l'encre, principalement. Okay. Et je vais être à peu près 2000-2200 € de matières premières par an annuelles. Ok. Ouais. Et je pense que je pourrais même faire moins parce que des fois je craque sur des papiers que je n'utiliserai jamais. Ah, oui. Donc ça sert à rien. donc je pourrais diminuer, je pense. Et après, niveau packaging, est-ce que tu as une idée combien ça te coûte? Peut-être là peut-être tu as une idée par produit. Est-ce que tu as un coût globalement par produit que tu estimes en emballage? Clairement, moi, je suis totalement pour le recyclage, par exemple. Tu vois. Quand je reçois des colis dans des beaux cartons et tout, je les garde. Je m'amuse pas à... Ouais, on parle des cartons d'envoi comme ça. Voilà, les cartons d'envoi. Tous mes goodies que j'ajoute à mes commandes, je fais vraiment avec des choses qui me coûtent pratiquement rien. Des fleurs séchées. Des marque-pages, je crois. Les marque-pages, tu vois, par exemple, les marque-pages, concrètement, c'est des ratés. Ouais. Tu vois, des trucs que j'ai imprimés, que j'ai foirés. Et au lieu de les jeter, de toute façon, ils ne vont pas me servir, je crée des goodies. Quand on est, par exemple, dans la bijouterie, il y a tout de suite l'écrin. Oui, voilà, oui. Il y a tout de suite un autre niveau qui est attendu aussi en termes d'expérience client, de packaging. On va en reparler dans la prochaine vidéo. On va on va faire un VS. On va faire carnet Emma à quelques euros versus carnet Florine Ancorimbe. Donc restez, vous pourrez regarder cette 3e vidéo de la série que j'ai tournée avec Florine. Et effectivement, l'expérience client de déballage est important et en fonction du produit qu'on achète et de la valeur qu'il a, faut augmenter aussi et faire quelque chose qui est en adéquation en termes de packaging. Pour conclure cette vidéo,
Là, on a parlé de beaucoup de chiffres, mais est-ce qu'évidemment, tu as un conseil pour les créatrices qui te regardent là et qui suivent cette vidéo et qui se sont dit « Ah, mais en fait, c'est trop chouette, enfin, j'ai une idée beaucoup plus claire de comment lancer ma marque, à quoi ça ressemble une marque qui fonctionne. » Est-ce que tu as un conseil, du coup, pour ces gens qui nous regardent, que tu as envie de leur donner par rapport peut-être à leur gestion, pilotage financier, chiffré, vu que c'est un peu le sujet de cette vidéo. Est-ce que tu as un petit conseil que tu as envie de donner à toutes ces créatrices qui ont envie de devenir rentables et voilà, qui n'y arrivent pas forcément aujourd'hui ou qui n'ont pas encore lancé leur marque et qui aimeraient un jour vivre de leur création? Pas avoir peur des chiffres, justement, et surtout s'y pencher. Personnellement, moi, je suis une grosse brêle en maths, de base, vraiment. J'ai fait un bac L, donc les maths, c'est pas du tout mon délire. Plus on se penche sur les chiffres, plus on les apprivoise et plus on peut jouer avec, en fait. Et comprendre, entre guillemets, jouer avec, c'est-à-dire dire tiens, je vais augmenter ci, ça va me donner ça, tiens, là, je vais réduire tel machin. Et puis, être méga régulière aussi. Moi, je sais que je suis méga rigide dans ma compta, dans mon calcul de prix, etc. Enfin, c'est des trucs que je fais pas en du mode... Saint-Esprit, quoi. Voilà. Enfin, c'est mathématique, c'est clair. Un fichier Excel, un fichier Number, ce que vous voulez, mais vraiment une super calculette. Enfin, vraiment, mais se pencher concrètement sur les chiffres et réfléchir aussi en termes vraiment de chef d'entreprise, justement. Et aussi, c'est pas grave, je pense, de pas réussir à mettre le prix tout de suite, le bon prix tout de suite. Il faut y aller petit à petit. Au début, voilà, je me sous-payais, voilà, je dévalorisais beaucoup mon travail, etc. On dit qu'en moyenne, il faut 3 ans pour réussir à générer des revenus suffisants pour vivre de son activité. Et ça, il y a des raisons. Et je pense que typiquement, le fait de ne pas bien fixer ses prix, ça fait ralentir justement, ça nous fait arriver plus tard à ce moment où on va réussir à vivre de notre passion, de notre métier. Et donc, il ne faut pas 3 ans pour rien parce que au début, on a peut-être du mal à fixer ses chiffres, ses prix, à apprivoiser ses chiffres. Et du coup, ça met du temps. Et quand ça s'installe, petit à petit, ça devient plus fluide. C'est rentable, on commence à voir un petit peu vers où aller. Et au bout de 3 ans, toi tu le vois, tu as vu une vraie progression en 3 ans. Ouais. En fait, les 3 ans, les tu vis ton activité depuis près d'1 an. C'est en analysant aussi les chiffres, en les apprivoisant, en essayant de les comprendre, qu'on arrive à après structurer son activité de manière à y arriver, de vivre vraiment, véritablement de son activité, de sa passion créative, de ses créations. Vraiment, penchez-vous sur les chiffres. Ouais, vraiment. C'est la clé, c'est presque une clé quand même pour y arriver, je pense. Ouais, c'est clair. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Florine, de découvrir sa marque, de découvrir comment elle l'a créée en Corumb, comment elle en est arrivée là où elle en est aujourd'hui, on vous donne rendez-vous dans la vidéo complète interview où vous allez tout savoir, tout apprendre, tout découvrir juste après. Donc on vous met le lien en haut et n'hésitez pas à aller du coup à la découvrir. Merci Florine. Avec plaisir. À bientôt.